Bonjour à vous, chers auditeurs, et bienvenue à Question d'actualité, l'émission qui prend le temps d'aller au fond des choses chaque midi sur les ondes de Radio VM. Ici Philippe Labrec au micro, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous. Que ce soit les projets industriels, les centres de données ou les besoins de l'intelligence artificielle, on ne cesse de parler d'énergie de nos jours. Mondialement, la demande d'énergie pourrait presque doubler d'ici 2050 d'après certains rapports, alors qu'on a souvent parlé d'énergie solaire, éolienne ou houlomotrice, la fusion à froid. Une réaction nucléaire à faible énergie connaît aujourd'hui un regain d'intérêt presque 40 ans après les premières expériences sur le sujet. Le gouvernement américain et des entreprises privées mènent aujourd'hui des recherches sur la chose. Qu'est-ce que la fusion à froid et quel potentiel cette technologie offre-t-elle? Pour en parler, nous recevons Frédéric Lacroix, essayiste et commentateur, mais aussi physicien de formation. Première question, pourquoi parler d'énergie aujourd'hui et qu'est-ce que la fusion à froid? Pourquoi parler d'énergie? C'est un sujet qui sera toujours d'actualité parce que l'énergie, c'est vraiment l'oxygène des sociétés industrielles et des sociétés en général. Donc, on sait qu'il y a une corrélation à peu près parfaite entre le niveau de richesse d'une société et sa consommation énergétique. Plus on consomme de l'énergie, en général, plus on est riche. Ça, c'est quelque chose qui tient à travers plusieurs sociétés. Ça a été étudié. Donc, la question énergétique est vraiment centrale. Puis c'est pourquoi le sujet revient tout le temps et ne va jamais disparaître. Puis la fusion à froid, c'est quelque chose qui est issu vraiment de développement en physique au début du 20e siècle, des travaux d'Einstein en premier, avec sa formule de l'équivalence de l'énergie et de la masse, E égale mc carré. Donc, c'est lui le premier qui a postulé ça, puis la découverte de la radioactivité, un peu avant Einstein, à vrai dire. Donc ça a provoqué vraiment un mouvement. Quand on regarde le développement de la physique au début du 20e siècle, Einstein, il y a eu une série de développements physiques qui sont vraiment incroyables, qui ont mené à la compréhension des interactions de l'atome, donc de ce qui constitue le cœur de la matière, donc la fission et la fusion. La fission, c'est la séparation d'un noyau atomique en deux, et la fusion, c'est l'inverse, c'est quand on prend deux particules, on les rapproche et elles forment un nouveau noyau plus lourd. Euh, donc, la fusion, généralement, la façon que ça se passe, ça se passe dans le Soleil, où on a de l'hydrogène, de grandes quantités d'hydrogène qui, avec l'attraction gravitationnelle, forme une sphère. Et il y a beaucoup de pression, la chaleur est énorme. Et ça, c'est les conditions qui sont réunies pour provoquer la fusion de deux noyaux d'hydrogène, de deux atomes d'hydrogène, pour former de l'hélium. Et quand cette réaction-là se produit à des températures de pression extrêmes, il y a de libération d'énergie énorme. Donc, c'est comme ça que fonctionne le Soleil. Donc, la fusion, c'est la même réaction qu'on souhaiterait reproduire sur Terre. Puis là, la difficulté qu'on a, c'est qu'on a de la difficulté à produire des mini-soleils, si on veut, c'est-à-dire réunir les conditions de pression et de chaleur requises pour provoquer la fusion chaude, donc la fusion que l'on connaît. Donc, Un réacteur nucléaire, en gros. un réacteur nucléaire à fusion, qui sont des trucs expérimentaux où on cherche à reproduire les conditions qui existent à l'intérieur du Soleil, en réalité. Donc, ça, il y a des projets qui existent, là. Il y a le ITER en France, qui est un projet pharaonique où on cherche à produire ça. Puis, l'autre avenue que les gens espèrent développer, c'est la fusion à froid. Donc, ce qu'on aimerait faire, c'est fusionner des atomes d'hydrogène dans des conditions qui ne sont pas celles du Soleil, mais qui sont celles de la vie de tous les jours, c'est-à-dire à température ambiante ou quasi ambiante. Donc, de réussir à amener les atomes assez proches pour produire cette réaction de fusion-là. Donc, ça, c'est quelque chose de... Mais où en est la recherche, justement? Est-ce qu'on est proche de réussir la chose? Parce qu'en gros, la promesse, c'est qu'on produirait de l'énergie à peu près gratuitement et à l'infini dans les quantités qu'on veut. Mais est-ce qu'on est vraiment proche de la chose, techniquement parlant? Ce qu'il faut comprendre, c'est que théoriquement, il n'y a aucun mécanisme qui postule que la fusion à froid serait possible. Scientifiquement, il n'y a pas de théorie scientifique actuellement qui dirait que, OK, quand ces conditions-là sont réunies, on va pouvoir produire une réaction de fusion à une température
température pièce ou à peu près. Donc, il n'y a pas de mécanisme physique actuellement dans la physique que moi je connais qui permettrait de dire, OK, si on réunit ces conditions-là, ça va se produire. Ce qu'il y a eu en 1989, c'est une expérience de deux chimistes qui ont affirmé avoir produit une réaction de fusion dans une expérience de laboratoire, dans une expérience d'électrolyse, en fait, où ce qu'ils avaient fait, c'est qu'il y avait des électrodes de palladium, ils font passer un courant électrique là-dedans, dans une cuve remplie d'eau lourde, donc de l'eau avec beaucoup d'hydrogène dedans, du deutérium pour être précis. Puis avec l'électrolyse, ça libère les atomes de deutérium. Puis là, ce qu'ils ont affirmé, c'est qu'en faisant passer un courant, la réaction de fusion se produisait dans les contenants, le palladium, puis il y avait de libération de neutrons, de tritium et ils ont mesuré un excès d'énergie. Donc, ils ont dit, ben, il se passe de la fusion, mais à température pièce. Donc, ça a fait vraiment un boom médiatique incroyable en 89. Puis ça a lancé toute une mode autour de ce sujet-là, mais c'était une création, c'était une invention. Le terme a été inventé à ce moment-là. Ça découle pas d'un postulat scientifique ou d'une hypothèse scientifique. C'est-à-dire, ils ont fait quelque chose, puis ils se sont dit, ce qui explique ça, c'est la fusion. Puis là, personne n'a réussi à le reproduire. Ben, c'est le problème en 89, c'est que ça n'a jamais été reproduit par la suite. Ce qui est intéressant avec cette expérience-là, c'est que plusieurs groupes ont affirmé avoir reproduit les résultats. Donc, il y a eu, après ça, bien sûr, ça a lancé toute une vague où les gens, tu sais, c'est un matériel très simple. On peut faire ça presque chez soi. Il suffit d'avoir l'eau lourde, puis le palladium, puis une source de courant. Et j'ai vu quelqu'un en ligne, en faisant des recherches, qui s'était construit un mini réacteur à froid. Est-ce que ça fonctionnait? Je peux pas vous le dire, là, mais avec un aquarium et des choses qu'il avait achetées, j'ai envie de dire, au Walmart. Là. Et lui disait que, bon, ça produisait pas d'énergie comme, disons, suffisamment pour alimenter une télévision, mais il y avait comme vous l'avez dit, une énergie quelconque qui avait été libérée, un excès d'énergie, si on peut dire. Oui, puis bon c'est quelque chose qui tient dans la cuisine. Donc, quand Fleischmann et Pons, en 89, ils ont fait une conférence de presse, en fait, puis ça, c'est intéressant. Ça, il faut le noter, c'est une conférence de presse, c'était pas un article qu'ils ont publié. Donc, ils ont fait une expérience, puis ils se sont dépêchés à appeler les journalistes et faire une conférence, alors que l'article était même pas soumis, était pas rédigé, il avait pas été révisé par les pairs. Donc, ils ont un peu contourné le processus scientifique standard, puis ça leur a joué des tours. Mais suite à ça, ça a eu un écho médiatique incroyable. Donc, il y a des groupes qui se sont lancés là-dedans. Puis là, il y a des groupes qui ont affirmé avoir reproduit les résultats, d'autres non. Puis il y a eu beaucoup de confusion pendant, je dirais, un an et demi autour de ça. Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en science, la reproductibilité d'une expérience est un critère, tu sais, très important. Fondamental. C'est ça. Donc, il faut qu'une expérience soit reproductible. Faut pas que ça soit, OK, il y a un secret particulier, puis moi, j'arrive à le faire, mais pas toi. Non, faut que n'importe qui, avec l'information correcte, puisse le reproduire. Donc, il y a eu une cacophonie expérimentale autour de ça, puis progressivement, ce qui est ressorti, c'est que la mesure, en fait, il mesurait un défaut d'énergie, par exemple une production d'énergie, mais c'était des valeurs faibles. Puis ça, c'est difficile à mesurer. Ça prend des conditions expérimentales très rigoureuses. Puis c'est facile d'avoir des faux positifs. Puis il disait, on a mesuré des neutrons, mais dans l'environnement, dans la vie de tous les jours, il y a un rayonnement cosmique qui arrive. Donc, il y a des neutrons qui nous arrivent dessus. Donc, si ton appareil, ton senseur est mal calibré, les valeurs produites sont très faibles, proches ou en dessous du seuil de détection du bruit de fond de la radiation cosmique, à ce moment-là, tu peux générer un faux positif très facilement. Donc, ce qui est apparu de tout ça, c'est que les groupes qui disaient avoir reproduit les résultats, en fait, ils étaient dans les faux positifs, puis les erreurs de mesure. Donc, en fait, progressivement, il est apparu que personne n'avait réussi à mettre l'effet en évidence. Puis Fleischmann et Pons, au moment de publier, ils ont dû rétracter des résultats. Puis quand ils ont réessayé les trucs, ben là, ça marchait plus, Fait que l'expérience ça a comme avorté. Mais si, admettons, hypothétiquement parlant, la fusion à froid réussit, devenait une réalité, quelles seraient les conséquences politiques, économiques et géopolitiques aussi?
Ça serait cataclysmique, là. C'est difficile à décrire. Si on arrivait à faire vraiment de la fusion à froid avec des matériaux, mettons, de tous les jours ou presque, du palladium, des métaux disponibles, pas si chers, dans un aquarium, comme vous dites, euh, puis qu'on arrivait à générer plus d'énergie qu'on en a investi, à ce moment-là, ça révolutionne, tu sais, à mon sens, l'ensemble de notre mode de vie. C'est-à-dire que on pourrait penser que là, on pourrait peut-être se débarrasser du pétrole et des produits pétroliers. On pourrait, dépendant de l'échelle de la chose, là, on pourrait alimenter, devenir autonome en énergie. Tu sais, ça aurait un bouleversement, ça induirait un bouleversement absolument complet de euh, L'énergie deviendrait concrètement à peu près gratuite. l'énergie, Ou à peu oui, près, là. concrètement deviendrait à peu près gratuite, ce qui est quelque chose d'inimaginable. Exact. Parce que l'énergie, tu sais, c'est vraiment le sang qui irrigue nos sociétés. C'est beaucoup le pétrole qui vient, bon, de Russie, de Moyen-Orient, un peu du Canada, de l'Alberta. Puis ceux qui contrôlent les sources d'énergie sur la planète sont les gens tu sais, qui règlent la danse, là. Ce sont les gens les plus riches qui ont beaucoup de pouvoir, etc. Donc, ça serait un bouleversement géopolitique absolument inimaginable. Je peux pas imaginer toutes les conséquences de ça. Donc, Mais est-ce que ça voudrait dire qu'on se retrouverait avec un petit réacteur nucléaire à froid, si on peut dire, à la maison, chacun d'entre ben, nous? je rappelle aux auditeurs que dans Back to the Future, Retour vers le futur, je pense que le premier, il y a une scène absolument délicieuse où la voiture pour aller dans le passé, donc la DeLorean, je- La DeLorean, ouais, ouais. c'est ça, j'espère bien le prononcer, a un réacteur à fusion. C'est marqué Mr. Fusion. Puis, ce qui fait, C'est je me vrai. rappelle de la scène où Michael J. Fox mange une pomme, il prend son cœur de pomme, il ouvre le clapet de ça, il met son cœur de pomme dans le réacteur à fusion, puis là, il part, puis c'est ça qui propulse sa voiture. Donc, moi, c'est un peu comme ça que je... Ah, mais ça, c'est à la fin. OK, c'est à la Au fin. début du film, c'est avec l'uranium, entre guillemets, standard, mais à la fin, le scientifique, j'ai oublié son nom, le Dr. Emmett, je pense, ou Emmett, crée un moteur qui on peut alimenter avec des ordures. C'est ça, ouais. Ben, j'imagine que ça, c'est ma vision un peu de la fusion à froid. Donc, On devrait que vous y croyez plus ou moins. non, mais moi, je trouve que ça serait absolument super, ça serait fantastique, ça serait tu sais, peut-être pas le plus grand rêve de l'humanité, mais l'énergie gratuite ou à peu près, c'est comme la pierre philosophale là, du Moyen Âge, le rêve des alchimistes. C'est quelque chose de... tu sais, c'est un rêve fantastique. Mais moi, comme je disais en début, il n'y a pas de théorie scientifique à l'heure actuelle qui spécifie les conditions d'opération d'une fusion à froid. Donc, la fusion, pour provoquer une fusion entre deux noyaux, il faut, disons que si on l'explique simplement, deux protons, deux atomes d'hydrogène, c'est des protons, c'est des noyaux chargés positivement. Il y a une répulsion coulombienne. Donc, deux charges du même signe se repoussent. Plus on les approche, plus elles se repoussent fortement. Donc, si on veut provoquer une fusion, il faut approcher les charges. Et puis là, plus on les approche, plus ça prend de l'énergie pour combattre la répulsion coulombienne. Puis, pour provoquer la fusion, il faut approcher les deux atomes à 1 femtomètre, 1 × 10⁻15 mètres. Donc, rendu à ces distances-là, Hum. pour qu'une autre attraction prenne le dessus, donc l'interaction forte, donc ça prenne le dessus sur la répulsion coulombienne. Donc, il faut approcher ça à 1 × 10⁻15 mètres, ce qui est, tu sais, c'est une distance euh, infime. Difficile à imaginer. Donc, plus on se rapproche, plus il faut fournir de l'énergie. Et à un moment donné, quand on a mis assez d'énergie, on peut fusionner les atomes. Puis c'est ça l'explication standard. Bon, il y a des effets tunnels en mécanique quantique, il y a d'autres effets. On peut toujours penser que peut-être qu'on va trouver une façon de tu sais, d'échapper À la réalité. à la répulsion coulombienne pure, mais pour l'instant, moi, je suis pas au courant de ça. Frédéric Lacroix, essayiste et physicien, merci. À tous ceux qui nous écoutent, merci également. Soyez les nôtres demain à la même heure.
À la technique, Lysandre Duplet. À l'animation, moi-même, Philippe Labrec. Et on vous invite à rester sur les ondes de Radio VM.